L'ordonnance concerne en particulier le domaine du travail, du pouvoir d'achat des salariés, de leur formation professionnelle. Je vais donc laisser la parole à Madame la ministre du Travail qui va vous les présenter et répondre aux questions que vous auriez sur son champ. Je vous présenterai ensuite les deux autres ordonnances présentées par le ministre de l'Intérieur d'une part et la ministre en charge des collectivités locales d'autre part. Madame la ministre. Merci. La crise sanitaire inédite que nous vivons a des conséquences économiques et sociales. Pour y faire face, déjà la semaine dernière, 4 ordonnances dans le champ du travail ont été publiées. Je vous le rappelle, elles concernaient l'activité partielle, qu'on appelle le chômage partiel, les congés payés et la durée du travail, le complément employeur en matière de maladie et la prolongation des droits à assurance chômage. Aujourd'hui, j'ai présenté 5 nouvelles ordonnances que le Conseil des ministres a adoptées. La première, la plus attendue, je pense, concerne la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Cette prime de gratification que l'entreprise est libre de verser à certains de ses salariés traduit la volonté du gouvernement de ne pas oublier tous ceux qui sont au front pendant cette crise et de rappeler l'importance de certains métiers dont tous les Français mesurent aujourd'hui la portée dans notre pays. Il s'agit d'une prime de 1 000 € maximum qui sera totalement exonérée de charges sociales et d'impôts pour l'employeur comme le salarié et qui pourra être versée sans condition jusqu'au 31 août 2020. Mais cette prime pourra être portée à 2 000 € s'il y a un accord d'intéressement dans l'entreprise, soit existant, soit conclu d'ici le 31 août 2020. Nous avons veillé en outre à ce que l'ordonnance précise et prenne en compte la situation hors du commun que nous vivons. Et donc cette prime exceptionnelle, c'est nouveau, pourrait être modulée en fonction des conditions de travail des salariés pendant la crise du Covid-19. Il s'agit de récompenser, je le disais, notamment des salariés qui sont au front, hôtes et hôtesses de caisse, manutentionnaires, livreurs, salariés de l'agroalimentaire ou de l'agriculture et de nombreux autres métiers qui tiennent leur poste de travail pendant cette période et qui permettent donc aux Français de continuer à vivre malgré le confinement et aux hôpitaux de pouvoir soigner les malades. Et je voudrais, au nom de tout le gouvernement, les remercier, une fois de plus, remercier cette deuxième ligne du front qui fait vivre notre pays. La deuxième ordonnance concerne les services de santé au travail. La crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés nécessite la mise en place de mesures urgentes. Les services de santé assurent le suivi médical de plus de 16 millions de salariés, dont près de 5% d'agents de la fonction publique, notamment hospitalière. Ils doivent donc, eux aussi, être pleinement mobilisés. Cette ordonnance permet donc de recentrer temporairement les missions de services de santé au travail sur 3 choses. La diffusion des messages de prévention à l'intention des employeurs comme des salariés, l'appui aux entreprises dans la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates, et notamment les guides que nous publions métier par métier, ainsi que l'accompagnement des entreprises qui sont amenées à accroître ou à adapter leur activité. De plus, sous réserve de l'appréciation du médecin du travail et jusqu'au 30 août de cette année, certaines interventions, notamment dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, pourront être reportées pour privilégier les visites d'embauche pour les salariés affectés à des postes à risque ou qui présentent des facteurs de vulnérabilité. Enfin, l'ordonnance prévoit que les médecins du travail pourront être autorisés à prescrire des arrêts de travail en lien avec l'épidémie de Covid-19 et de procéder aux tests de dépistage du virus. La troisième ordonnance concerne la formation professionnelle. Elle prévoit des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle, des reports d'échéances pour les employeurs et les organismes de formation, mais aussi pour sécuriser les stagiaires de la formation professionnelle, les apprentis et les organismes de formation. Pour cela, cette ordonnance prévoit plusieurs dispositions. La première, c'est la possibilité de prolonger les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation jusqu'à la fin du cycle de formation pour tenir compte de la suspension de l'accueil en CFA des apprentis et des stagiaires dans les organismes de formation depuis le 12 mars dernier. En aucun cas, nous voulons qu'un jeune en contrat d'apprentissage soit pénalisé dans cette période et donc son contrat pourra être prolongé pour qu'il aille au bout de sa formation. La deuxième mesure concerne la prolongation dans la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un CFA, un centre de formation d'apprentis, sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, en attente de la conclusion d'un contrat d'apprentissage. Cette durée, qui était actuellement de 3 mois, est portée à 6 mois, afin, là aussi, qu'il n'y ait pas de perte de chance
d'entrée dans l'apprentissage pour les jeunes. La troisième mesure permet de reporter jusqu'au 31 décembre 2020 les entretiens de parcours professionnel que chaque salarié fait et qui sont obligatoires dans les entreprises au moins tous les 6 ans. Et évidemment, les sanctions prévues par la loi si ces entretiens ne sont pas réalisés avant cette date sont repoussées. La quatrième mesure concerne les opérateurs de compétences et, excusez-moi de la technicité, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, associations dénommées Transition Pro et qui ont un rôle très important dans l'aide à la validation des acquis de l'expérience et à l'orientation des salariés pour leur propre parcours professionnel. Dans la limite d'un forfait de 3 000 €, ils pourront faire des parcours de validation des acquis de l'expérience, y compris à distance, jusqu'au jury, pour permettre que, dans la période où sont confinés ou en arrêt pour la garde d'enfants de très nombreux Français, y compris ceux qui sont au chômage partiel, eh bien, on puisse continuer à valider ces acquis de l'expérience et à se former. Sur la formation, d'ici quelques jours, j'annoncerai des mesures pour permettre le développement de la formation à distance dans ce contexte. Une autre mesure de cette même ordonnance concerne le maintien jusqu'au 31 décembre 2021 de la validité des certificats et des certifications délivrées par les organismes de formation. Ces certifications, en principe, doivent être revues régulièrement et évidemment, elles seront reportées jusqu'au 31 décembre 2021 pour qu'il n'y ait pas de rupture des certifications. Elles demeurent d'ici là accessibles au compte personnel de formation. La quatrième ordonnance concerne des délais sur l'élection de la représentativité au sein des TPE et le prolongement des mandats des conseillers prud'homaux. Le scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des petites entreprises devait avoir lieu en fin de l'année. Il y a évidemment un compte à rebours de nombreuses élections ou mesures qui doivent être prises auparavant et ce n'est pas possible de tenir valablement ces scrutins d'ici la fin de l'année. L'ordonnance permet donc de reporter l'organisation de ce scrutin sur la représentativité syndicale au cours du premier semestre 2021. Et elle prévoit en conséquence de prolonger d'1 an le mandat des conseillers prud'homaux. La cinquième ordonnance est relative aux élections professionnelles et à l'organisation des comités sociaux et économiques. Pendant cette période de crise, les partenaires sociaux l'ont dit, je le redis chaque jour, le dialogue social est plus que jamais essentiel dans chaque entreprise, notamment pour adapter l'organisation du travail, mettre en place les mesures de santé et de sécurité pour les salariés, adapter à chaque métier les gestes barrières. Cette ordonnance permet donc d'adapter les modalités du dialogue social en entreprise pendant la durée de la crise pour qu'il puisse s'amplifier et puisse se tenir. Et donc, les réunions devant se limiter évidemment à leur plus strict minimum, ou étant parfois impossible, l'ordonnance permet au comité social et économique d'être réunis par de nouveaux moyens, la visioconférence, l'audioconférence et même la messagerie instantanée. Au final, avec ces 9 ordonnances dans le champ du travail et de la formation, tous les acteurs sont concernés. Nous protégeons les salariés contre le licenciement grâce au chômage partiel, le recentrage des services de santé au travail et le dialogue social adapté aux circonstances et à la possibilité de bénéficier d'une prime exceptionnelle. Nous protégeons les demandeurs d'emploi, les intérimaires, les saisonniers, les intermittents en prolongeant leur droit à l'assurance chômage. Nous protégeons tout l'écosystème de l'apprentissage et de la formation professionnelle, les stagiaires de la formation et les apprentis pendant la crise. Et nous protégeons évidemment les entreprises par ce même chômage partiel, le plus protecteur d'Europe, par une adaptation du dialogue social et par l'appui des services de santé au travail. En ce qui concerne le chômage partiel, les données nouvelles à hier soir sont les suivantes. 337 000 entreprises ont fait une demande. Une grande majorité sont des petites entreprises. Et ces demandes concernent 3 600 000 salariés. Donc le système de chômage partiel protecteur que nous avons mis en place pour éviter les licenciements et préparer la reprise en protégeant les compétences est en pleine montée en puissance. Et je pense que nous pouvons être fiers d'avoir un système aussi protecteur en France. Nous voulons sauver les emplois, permettre aux compétences de rester et donc préparer aussi la relève après la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour. Bonjour Madame la Ministre, Anja Nussbaum, journaliste à Bloomberg. C'est moi qui représente mes confrères aujourd'hui. Et j'ai donc 2 questions qui vous sont a priori adressées. Premièrement, de Mathieu Coage de BFM TV qui demande de nombreux salariés de la grande distribution se plaignent d'un manque de protection
face à ce virus. Jusqu'à présent, le gouvernement a laissé les enseignes gérer cette crise sanitaire sans contrainte particulière. Est-ce que des règles plus contraignantes sont à l'étude pour mieux protéger les salariés de la grande distribution? J'ai deux priorités. Préserver les emplois massivement par le chômage partiel et protéger la santé et la sécurité des salariés qui vont au travail pour le bien de tous, pour assurer tous les services essentiels, dont évidemment l'alimentation, l'énergie, l'eau, Internet, les téléphones, etc. Donc nous avons mis en place une task force, une équipe projet, depuis 15 jours, qui travaille avec les professionnels pour établir des guides qui deviennent des références dans chaque secteur d'activité, adaptés à chaque métier. L'employeur a une responsabilité en matière de santé et de sécurité du travail. C'est le Code du travail qui le dit et c'est aussi le bon sens. Nous avons demandé à toutes les entreprises de voir leurs syndicats, leur comité social et économique et leurs salariés, s'ils sont de petite taille et qui n'en ont pas, pour discuter la mise en place de toutes ces préconisations en matière de santé au travail. En ce qui concerne la grande distribution, il y a eu des préconisations qui ont été faites d'ailleurs par le secteur lui-même et que nous avons validées il y a déjà plus de 15 jours. Je pense notamment à la protection des hôtes et hôtesses de caisse, où une des recommandations, c'est qu'il y ait systématiquement des plexiglas qui protègent de la relation avec le client. Et évidemment, des pauses fréquentes pour le lavage des mains. Je ne rentre pas dans tous les détails de cette préconisation. Aujourd'hui, il y a des enseignes qui respectent ces consignes et d'autres qui ne respectent pas encore. Donc nous avons mobilisé à la fois le dialogue social sur le sujet, qui doit avoir lieu dans chaque entreprise, et avec les partenaires sociaux avec qui nous en parlons tous les 2 jours par réunion téléphonique. Nous pointons là où il y a des défaillances pour pouvoir agir vite. Et évidemment, les services du ministère du Travail, au niveau départemental, sont mobilisés aussi pour faire respecter ces mesures. Donc c'est à la fois le dialogue social et à la fois l'administration. Mais j'en appelle aux employeurs, vous ne pouvez pas, dans le contexte, ne pas vous mobiliser sur ce sujet. C'est une priorité. Nous devons saluer ceux qui vont travailler pour le bien de tous, mais nous leur devons absolument la protection et la sécurité. Et métier par métier, il y a des solutions. J'insiste sur le fait que, pour respecter les gestes barrières, les modalités peuvent être différentes d'un métier à l'autre. Nous avons fait un guide sur les chauffeurs-livreurs, et ce n'est pas le même que pour la distribution alimentaire, pour l'agriculture qui est sorti hier, ça sera métier par métier, des préconisations adaptées pour le même but, c'est préserver la santé et la sécurité des salariés. Et donc des sanctions pourraient être envisagées dans le secteur de la grande distribution pour ceux qui ne respectent pas ces mesures barrières? De toute façon, à partir du moment où il y a des préconisations, ça devient la référence. Donc il faut que toutes les enseignes s'y mettent, qu'elles aient leur dialogue social sur le sujet. Une partie se joue dans le dialogue social et une partie se joue dans le contrôle de l'administration. Mais évidemment, nous avons tous le même but. On ne doit pas choisir entre travailler et être protégé. Tous ceux qui travaillent doivent être protégés. Une question de Laurence Benamou de l'AFP. Combien, à ce stade, a déjà coûté la crise entre paiement du chômage partiel que vous avez évoqué, mais aussi baisse des rentrées fiscales et également économie en dépenses d'énergie? Comment financer tout cela? Et appelez-vous vraiment à la générosité des Français pour financer le fonds des indépendants, comme l'a dit le ministre du Budget? Alors, le président de la République l'avait annoncé, nous protégerons les entreprises des défaillances, nous protégerons les salariés, nous protégerons les indépendants, quoi qu'il en coûte. Pourquoi? Parce qu'il en va de notre cohésion nationale pour éviter, si vous me permettez l'expression, la casse sociale, mais c'est aussi, il en va de notre rebond. Ce qu'on a vu dans la crise de 2008-2009, c'est qu'on a mis des années et des années à retrouver une situation à peu près normale. Et là, on a pris le pari, on a pris la décision de protéger massivement pour qu'on puisse repartir le plus vite possible. Donc le coût qui est important, du chômage partiel, des parents qui sont en arrêt de travail pour garder leur enfant, du fonds de solidarité pour les indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales, les mesures de report des charges sociales, tout ça a des coûts importants. Mais le coût qui serait en contrepartie d'un chômage massif et d'une incapacité des entreprises à repartir serait encore plus important. Lorsque je vois qu'il y a plus de 3 600 000 personnes maintenant et salariés en chômage partiel, ce sont des millions d'emplois que nous sauvons. On le voit d'ailleurs dans les pays qui n'ont pas de système de chômage partiel, comme les États-Unis, où en une seule semaine, il y a eu 3 millions de licenciements. Donc je crois que ces coûts doivent être perçus comme des investissements. Nous faisons des actualisations régulières sur les différents coûts. Évidemment, la consolidation, elle évolue au fil du temps, parce qu'on n'est pas au bout de cette crise.
Mais encore une fois, l'Europe a autorisé les dépassements nécessaires et c'est, à mon avis, la meilleure stratégie, c'est vraiment de protéger les emplois, protéger les entreprises, repartir le plus vite possible quand la crise sanitaire sera passée. Avez-vous un chiffre consolidé à ce stade? Il n'y a pas un chiffre consolidé de l'ensemble des mesures à ce stade, mais il y a des éléments de chiffrage qu'on publie à fur et à mesure, mesure par mesure. Merci. J'ai d'autres questions qui ont lien avec l'économie, la politique étrangère et la santé. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Pour compléter donc le compte-rendu de ce Conseil des ministres, je voulais vous présenter d'abord une ordonnance présentée par le ministre de l'Intérieur et qui est relative au report du second tour des élections municipales. Vous le savez, la loi d'urgence qui a été présentée le 23 mars dernier contient le fait qu'un rapport scientifique sera remis au Parlement le 23 mai au plus tard. Et ce rapport devra nous permettre d'apprécier la possibilité d'organiser le second tour de scrutin qui n'a pas pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire. Et ce rapport nous dira si nous pouvons organiser ce second tour au plus tard au mois de juin dans des conditions sanitaires revenues à la normale. Dans la perspective où nous pourrions tenir le second tour de l'élection municipale, là où il n'y a pas eu d'élection dès le premier tour pour les conseillers municipaux, l'ordonnance qui est présentée en Conseil des ministres prévoit plusieurs choses. D'abord que le corps électoral sera identique à celui du premier tour, que les listes électorales ensuite seront simplement ajustées des inscriptions et radiations d'office, et par exemple dans le cadre de naturalisation ou de gens qui deviennent jeunes majeurs. Et l'ordonnance prévoit également que les candidatures qui ont été déposées les 17 et 18 mars dernier resteront valables, avec possibilité éventuellement de retirer des candidatures. Et une période complémentaire de dépôt de candidature sera ouverte à une date fixée dans le décret de convocation du second tour. Pour ce qui concerne les comptes de campagne, l'ordonnance aménage leur délai de dépôt ainsi que celui naturellement laissé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour statuer sur leur validité. Évidemment, je voudrais vous rappeler qu'en cas de persistance de la menace épidémiologique telle que nous la connaissons aujourd'hui, il reviendra au Parlement de prendre les mesures nécessaires à une reprogrammation des 2 tours de l'élection municipale partout là où un deuxième tour devait avoir lieu. La ministre chargée des collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, a par ailleurs présenté pour sa part un projet d'ordonnance qui a pour objectif d'assurer la continuité de fonctionnement des instances locales, je pense aux mairies, aux régions, aux départements, à l'ensemble également des établissements publics locaux dans le moment de l'épidémie de Covid-19 et de l'état d'urgence sanitaire. Il s'agit en quelque sorte de donner aux collectivités locales les moyens de fonctionner alors que l'état d'urgence nous est collectivement imposé. Cette ordonnance prévoit donc de transmettre l'essentiel des pouvoirs propres à chaque assemblée délibérante, que ce soit le conseil municipal, le conseil communautaire, le conseil départemental ou régional, donc de transférer le pouvoir de ces assemblées, une grosse partie du pouvoir de chaque assemblée délibérante, aux maires, aux présidents d'exécutifs locaux, l'objectif étant d'éviter des réunions d'élus dans cette période où les règles de distance entre les individus sont à respecter au maximum, évidemment. Cette ordonnance prévoit notamment des dérogations aux règles qui régissent les délégations aux exécutifs locaux et assouplit donc transitoirement les modalités de réunion en s'appuyant notamment sur des moyens modernes de télécommunication. Je pense aux téléconférences, visioconférences, audioconférences, etc., etc. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire du contenu du Conseil des ministres, qui a permis également de faire un point sur la situation sanitaire, point que vous retrouvez de toute façon habituellement au niveau du ministère de la Santé et de manière quotidienne. Je suis donc à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Les questions de mes confrères sont nombreuses, mais en temps de crise, c'est compréhensible. J'espère qu'on aura le temps de les aborder toutes. Une question politique étrangère, tout d'abord. Viktor Orban, en Hongrie, s'est arrogé les pleins pouvoirs à l'occasion de cette crise du coronavirus. L'ONU a exprimé ses inquiétudes. Quelle est la réaction du gouvernement français et condamne-t-il cette initiative ?
Nous considérons que même dans un contexte de crise, le respect de l'état de droit est évidemment essentiel. Vous le savez, la Commission européenne examine ce qui se passe en Hongrie avec beaucoup d'attention et comme nous avons toujours eu l'occasion de le faire, nous continuerons à nouveau à soutenir toutes les procédures que la Commission européenne, compte tenu de la situation hongroise, jugera utile de prendre. Vous soutiendrez donc toute position prise par la Commission européenne qui s'opposerait à ce qui se passe en Hongrie? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Des questions économiques. Vous avez un plan de soutien de l'économie d'urgence, 300 milliards de prêts garantis et d'autres mesures dont on a parlé. Quand envisagez-vous de lancer un plan de sortie de crise et quelles sont les mesures qui pourront en faire partie? Alors, il est un peu tôt pour s'intéresser à la sortie de crise parce que, vous le savez, et le Premier ministre a eu l'occasion de le dire, nous avons devant nous des jours qui seront difficiles, à la fois parce que nous savons que nos hôpitaux sont sous tension, mais aussi parce que nous voyons bien le fort ralentissement économique à l'échelle internationale, à l'échelle européenne et singulièrement en France. Donc, nous prenons aujourd'hui, c'est ce que disait Muriel Pénicaud à l'instant, toutes les mesures qui nous permettent de protéger au mieux nos entreprises, de protéger nos compétences à l'intérieur, nos compétences humaines à l'intérieur de ces entreprises. Et il s'agira évidemment de regarder dès que possible la manière dont nous pourrons sortir de cette crise. Mais il y a encore beaucoup de données dont nous ne disposons pas aujourd'hui. Est-ce que tout le monde sortira de l'épidémie en même temps? Quels seront les impacts durables, par exemple, sur la circulation des personnes à l'échelle de la planète pour le transport aérien, par exemple? Donc, il y a aujourd'hui un moment dans lequel nous sommes en train de gérer au quotidien les conséquences très négatives de cette crise. Nous avons déjà réévalué un certain nombre de données macroéconomiques. Je pense en particulier à la révision de croissance à moins 1% que nous avons déjà faite dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, ainsi que pour le déficit à moins 3,9%. Nous considérons qu'il n'y a pas d'intérêt au quotidien à rechanger les choses, mais nous savons que cette crise aura des impacts importants et qu'il sera nécessaire à la fois au niveau français mais au niveau européen d'avoir des plans de relance qui seront massifs et globaux à l'issue de cette crise. Bruno Le Maire a évoqué dans une interview au Financial Times une proposition d'un fonds européen pour 10 ans qui consisterait en une réponse à long terme. Est-ce qu'il y a un accord aujourd'hui au sein de l'Union européenne pour mettre en place ce fonds et quels sont ses avantages par rapport au MES ? Alors c'est une question qui est très technique sur le MES que je ne suis pas certaine que nous soyons très nombreux à maîtriser pour le mécanisme européen de stabilité. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que la position de la France depuis le début de cette crise est de considérer que cette crise, qui est une pandémie mondiale, doit appeler des réponses qui sont coordonnées. C'est la raison pour laquelle le président de la République a été extrêmement moteur, à la fois pour obtenir à la fois une solidarité européenne dans la gestion de la crise, mais également en quelque sorte que l'Europe puisse s'affranchir d'un certain nombre de ses habitudes, notamment en matière budgétaire et financière, pour que nous ayons les mains libres pour répondre à cette crise. Et donc, il y a déjà des outils qui ont été mis en œuvre d'ores et déjà au niveau européen, même au niveau du G7. Il est très important que nous puissions poursuivre dans cette voie-là. La France, notamment par la voix de son ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, sera toujours force de proposition. Aujourd'hui, il est un peu tôt pour dire que tout le monde converge sur nos positions, mais sachez que nous sommes extrêmement déterminés et actifs pour rallier à nos vues d'autres partenaires au niveau européen, évidemment, comme au niveau international. Quelques questions santé à présent. Pourquoi ne pas avoir inclus le nombre de décès en EHPAD plus tôt dans le décompte qui est fait chaque soir aujourd'hui ? Alors, vous le savez, nous avons un système hospitalier qui est très structuré de manière à pouvoir avoir des remontées quotidiennes de l'activité des services hospitaliers. C'est ce que Jérôme Salomon, le directeur de la santé, a eu l'occasion de répéter à de nombreuses reprises, qui permettait, au début de l'épidémie, d'avoir des remontées quotidiennes, à la fois du nombre d'admissions à l'hôpital, d'admissions en lit de réanimation, mais également de décès hospitaliers. Nous avons évidemment souhaité, d'abord parce que c'est un outil de pilotage qui est important pour nous, pour comprendre la manière dont l'épidémie se propage, mais aussi parce que c'est un élément de transparence indispensable, que nous puissions avoir une remontée à la fois de la situation dans les EHPAD, tant du point de vue de l'apparition de cas isolés, de clusters le cas échéant, et même de décès,
donc je le disais, dans les EHPAD, mais également en ville. Donc nous avons un petit temps d'adaptation qui a permis d'organiser ces remontées, qui désormais est quasiment opérationnel, si ce n'est totalement opérationnel, et qui permettra au directeur général de la santé, au ministre de la Santé, au moment où ils font leurs points réguliers, de donner un éclairage sur ce que sont ces décès, à la fois en EHPAD, mais plus globalement en ville. Une question de Valérie Gaz, de RFI. Le confinement est prévu jusqu'au 15 avril au moins. Peut-être sera-t-il prolongé. Mais la question de l'anticipation de la sortie du confinement se pose déjà. Quels sont les scénarios envisagés par le gouvernement ? Alors, la question est effectivement extrêmement pertinente parce qu'un jour, nous savons que cette crise se terminera. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui de dire à quel moment cette crise se terminera. Nous le voyons dans des pays où l'épidémie a démarré plus tôt que dans le nôtre. On voit même que beaucoup de questions se posent à ces pays, que ce soit en Asie, que ce soit même sur le sol européen, sur la manière dont on doit organiser non seulement le déconfinement, c'est-à-dire le moment où à nouveau on pourra circuler librement, mais également l'après, ce que nous évoquions tout à l'heure d'un point de vue économique. Donc le gouvernement travaille évidemment sur différents scénarios de sortie de confinement, de sortie de crise évidemment, même si je vous disais que c'est encore un peu prématuré pour la sortie de la crise. Ce qui est certain, c'est que nous avons encore des données scientifiques à engranger, notamment sur l'immunité de la population face à cette maladie Covid-19. Nous avons encore beaucoup de données scientifiques qui doivent nous éclairer pour décider quelles seront les stratégies de déconfinement et nous travaillons activement évidemment sur ce sujet-là. Le déconfinement est-il lié à la disponibilité de tests sérologiques pour tester l'immunité de la population ? Le déconfinement, il est lié à la fois à notre capacité. D'abord, il est lié au fait que en fait, l'épidémie régresse. Et donc, il faut, et c'est la raison pour laquelle, comme a dit à plusieurs reprises le professeur Salomon, nous observons le nombre d'entrées quotidiennes dans les services de réanimation, parce que ces entrées quotidiennes dans les services de réanimation sont au fond le reflet de contaminations qui ont eu lieu 2 à 3 semaines auparavant. Et c'est comme ça qu'on verra les effets du confinement. Et on voit bien, notamment en Italie, qu'il y a des effets qui commencent peut-être, et je prends beaucoup de précautions, à être perceptibles de ce point de vue-là. Donc, la première chose qui détermine quand est-ce qu'on se déconfine, c'est si on a une évolution favorable, c'est le moment où on a une évolution favorable pour l'épidémie en tant que telle. Et puis ensuite, les stratégies de déconfinement, on voit bien qu'elles s'appuient nécessairement sur différentes touches de piano en quelque sorte, parce qu'il faut effectivement regarder le degré d'immunité dans la population générale, il faut regarder les moyens de protection et l'organisation du retour au travail tel qu'on peut le faire si tant est qu'il faille faire un retour au travail massif. Donc on voit bien qu'il y a différentes problématiques et puis il faut aussi regarder comment ça se passe à l'étranger, quelle est l'évolution de l'épidémie ailleurs. Et donc on voit bien qu'il y a, au-delà du critère de la décroissance de l'épidémie en tant que telle, qu'il y a aussi beaucoup d'autres critères que nous devons regarder. Et ce n'est pas uniquement le sujet de la disponibilité de tests, mais plus globalement différents critères qui doivent être appréciés pour déterminer les conditions du déconfinement. Une dernière question santé de Paul Larouturou de Quotidien. La Maison-Blanche a présenté hier ses projections. Selon elle, la maladie devrait faire entre 100 000 et 240 000 morts aux États-Unis avec les restrictions annuelles, contre 1,5 à 2,2 millions de morts sans aucune mesure. Quelles sont les projections réalisées en France ? Alors vous savez, je me suis toujours refusée à donner des projections chiffrées parce que chacune des actions que nous avons au quotidien, chacun des moments où on ne sort pas de chez soi inutilement, à part pour aller éventuellement travailler, faire ses courses, vous connaissez les raisons pour lesquelles on peut être amené à sortir de chez soi. Chacun des gestes que nous effectuons au fond de ces fameux gestes barrières, se laver les mains, tousser dans son coude, ne pas embrasser les autres, ce sont autant de gestes qui font que chacun dans la population contribue à réduire le nombre potentiel de morts. Donc intéressons-nous au quotidien à ceux qui malheureusement décèdent de la maladie. Regardons comment on peut encore toujours améliorer les choses pour réduire les possibilités de contamination plutôt que de faire des extrapolations qui sont extrêmement variables par ailleurs. Une question politique, santé de Raymond Tas de Politico. Pourquoi ne pas avoir transformé les arènes sportives en hôpitaux de campagne, au moins en Île-de-France, au lieu de faire des transferts par TGV médicalisés qui semblent être moins efficaces pour désengorger rapidement la situation ?
Alors, vous le savez, pour un lit de réanimation, c'est au fond à la fois une structure en tant que telle qui est complexe, parce qu'il faut l'appareil. On a eu l'occasion, le président de la République, d'expliquer les efforts que nous réalisions sur les respirateurs, la construction, la fabrication de respirateurs. C'est aussi du personnel médical qui doit être formé aux gestes techniques qu'implique la réanimation. Et donc, nous avons eu, depuis le début de la crise et en anticipation de la vague épidémique, une stratégie consistant à augmenter nos capacités de lits de soins critiques. Nous avions en France une capacité de 5000 lits de réanimation, basale. Nous l'avons progressivement augmenté et nous continuons encore à le faire avec l'objectif d'atteindre 10 000 lits de soins de réanimation à travers la déprogrammation d'opérations qui n'étaient pas urgentes. Nous avons encore la volonté de pousser encore plus loin à 14 000 ou 14 500 lits en tout. Et on voit bien que cette augmentation importante de lits de réanimation, elle doit nous permettre d'absorber le choc. La stratégie consistant aujourd'hui à faire des évacuations sanitaires, ça nous permet de délester des régions qui sont très en tension. Je pense au Grand Est, à l'Île-de-France, aux Hauts-de-France, à la Bourgogne-Franche-Comté, principalement aujourd'hui Grand Est et Île-de-France, qui sont des régions très en tension, pour les délester et faire en sorte que des régions qui sont aujourd'hui, je ne sais pas demain, mais aujourd'hui moins en tension, puissent accepter des patients. Nous avons aussi, je veux à nouveau le saluer, une coopération exemplaire avec l'Allemagne, avec le Luxembourg, avec la Suisse, qui acceptent de prendre dans leur service de réanimation des patients français. Et ce sont ainsi plus de 300 patients qui ont pu bénéficier de transports sanitaires en France. Nous ne sommes pas fermés à la possibilité d'ouvrir ou de réarmer des structures hospitalières, mais il est parfois plus simple et plus rapide, parce que c'est une course contre la montre que nous menons actuellement, de faire monter en puissance des lits qui existent déjà, que de tout bâtir du début. Et donc, nous sommes évidemment ouverts à toutes les possibilités, nous les examinons en permanence, mais nous avons, et je tenais à le souligner, déjà réalisé un effort important en transformant des lits déjà existants en lits de soins critiques. Question de Agathe Lambert de BFM TV. La mission d'information auditionnera le Premier ministre ce soir. Considérez-vous, comme le président de la République, que les oppositions sont irresponsables et que ce climat de menace peut nuire au bon fonctionnement de l'État en pleine crise ? Il est important de comprendre qu'en ce moment, évidemment, les ministres, c'est-à-dire le pouvoir politique exécutif, sont très mobilisés. Mais derrière les ministres que vous voyez au quotidien dans les médias, il y a des fonctionnaires qui sont engagés au quotidien, parfois même au détriment de la santé. Vous savez, on a eu malheureusement un décès dans une cellule de crise en région. Et donc, on voit bien qu'il y a de la part des fonctionnaires cet engagement incroyable pour gérer au quotidien cette crise. C'est pas forcément évident, dans le même temps, de s'entendre dire que vous gérez mal, que vous prenez mal les décisions. Il ne s'agit pas de dire que nous n'aurons pas de compte à rendre. C'est normal. Nous sommes particulièrement attachés, derrière le président de la République, à ce que la démocratie, les principes qui régissent notre démocratie soient respectés. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu créer dans la loi un état d'urgence sanitaire. C'est la raison pour laquelle cet état d'urgence sanitaire, il implique un contrôle parlementaire. Mais il ne faut pas que ce contrôle parlementaire empêche l'action du quotidien, que ce soit celle des ministres, évidemment, mais que ce soit aussi celle des fonctionnaires par la menace supposée que cela ferait peser sur eux. Nous sommes au front dans la guerre. Il faut que nous puissions mener cette guerre. Nous rendrons des comptes. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est normal. Nous sommes particulièrement attachés à ce que dans une démocratie, ce soit le cas. Mais il faut savoir doger les choses dans un moment où les équipes ministérielles, gouvernementales et de fonctionnaires sont extrêmement sollicitées. Une question de Sylvie Corbett d'Associated Press qui rebondit un peu sur cette question-là. Sur la mission d'information, encore une fois. Avez-vous une réponse à apporter sur ce qui n'a pas fonctionné ou mal fonctionné depuis le début de la crise ? Si on regarde vers notre voisin allemand, par exemple, on voit que la crise aurait pu être pilotée autrement. Et je la couple avec celle de mon confrère Michel Rose de Reuters. Comme vous disiez, le président a dit qu'il ferait le point sur les dysfonctionnements après la crise. Mais ne pensez-vous pas que le fait d'attendre avant de reconnaître officiellement que l'État, et donc pas forcément le gouvernement actuel, mais l'État, a failli à sa tâche de
protection des citoyens sur la question des stocks stratégiques de masques ne peut que renforcer la défiance de ces mêmes citoyens. Alors, le fait d'attendre peut-il renforcer oui, bien la sûr, défiance ? je comprends. Je ne suis pas sûre qu'au moment où on soit sur le front de la guerre, ce soit exactement le moment où il faille dire, par exemple, à un médecin, vous devriez utiliser tel protocole plutôt que celui-là si ce n'est pas étayé par une recherche scientifique, par exemple. Je ne suis pas certaine que le moment où tout le monde, et je le dis vraiment, focalisé sur la gestion de cette crise, focalisé sur la capacité que nous avons d'un point de vue sanitaire, économique et social à répondre aux enjeux exceptionnels de cette crise. Ce serait une crise qui n'existerait qu'en France. On pourrait se poser des questions, évidemment, mais c'est une crise qui est systémique, qui est une crise mondiale, qui frappe une très grande partie de pays dans le même moment. Dans le même moment, nous recherchons tous des respirateurs, nous recherchons tous des médicaments utilisés en réanimation, nous recherchons tous des masques chirurgicaux, tous des masques FFP2. Et donc, il y a évidemment des tensions d'approvisionnement qui existent. Nous avons fait la transparence pleine et entière sur ce qu'était l'état des stocks nationaux, des stocks stratégiques en matière de masques, en matière de protection. Le Premier ministre et Olivier Véran ont tenu le week-end dernier une conférence de presse qui avait vocation à tout mettre sur la table. Et donc, il n'y a rien qui est dissimulé, il n'y a rien qui est caché. Nous sommes extrêmement attachés à dire les choses telles qu'elles sont au moment où nous les savons. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il faut savoir le reconnaître, parce que, j'allais dire, l'apprentissage scientifique par rapport, de données scientifiques par rapport à ce que nous sommes en train de vivre se fait aussi dans un certain nombre de domaines en même temps. Par exemple, on ne dispose pas aujourd'hui de thérapeutiques contre le Covid-19. Et donc, nous devons aujourd'hui effectuer de la recherche et des tas d'essais thérapeutiques à ce sujet-là. Donc, nous ne savons pas tout. Et en fonction de ce que nous savons avec certitude, nous agissons toujours avec le maximum de transparence. Et donc, nous avons évidemment dit notre disponibilité vis-à-vis des commissions permanentes du Sénat, vis-à-vis de la mission d'information parlementaire de l'Assemblée nationale, pour répondre aux questions que se posent les parlementaires. Mais attention, il y aura le temps des commissions d'enquête parlementaires, éventuellement d'autres types de commissions d'enquête, puis il y a le temps en ce moment de la gestion de la crise. Question de Valérie Chrétien de France O. Le Conseil de défense a-t-il permis de préciser les missions des navires envoyés dans l'océan Indien et aux Antilles-Guyane? Pourront-ils notamment accueillir des malades du Covid à bord? Elle précise qu'on compte plus de 700 cas avérés dans les Outre-mer. Alors, je voudrais évidemment souligner que, même si je ne peux pas livrer d'éléments du Conseil de défense, puisque vous le savez, par nature, c'est un Conseil de défense, donc qui est confidentiel défense. Mais de manière générale, ce que je peux vous indiquer, c'est que nous avons une très grande attention à la situation dans les Outre-mer, dont nous connaissons les fragilités des géographiques, parce qu'il y a un caractère insulaire dans beaucoup de nos régions et territoires d'Outre-mer, parce qu'il y a parfois des fragilités dans les systèmes sanitaires, des fragilités sociales dans la population. Et donc, pour nous, c'est un sujet majeur de préoccupation, d'attention et de mobilisation de la part non seulement de la ministre des Outre-mer, mais globalement de la part de l'ensemble des ministres. Le président de la République a souhaité que chacun des ministres, dans son champ d'action ministérielle, prenne en compte la problématique spécifique des Outre-mer lorsqu'il apporte des réponses ou lorsqu'il met en œuvre des choses pour répondre à l'épidémie de Covid-19. Nous avons donc mobilisé 2 navires, l'un dans l'océan Indien, c'est le Mistral en provenance des Maldives, l'autre aux Antilles et en Guyane, c'est le Dixmude qui est actuellement en cours de préparation. Ces 2 porte-hélicoptères ne seront pas utilisés comme des bateaux hôpitaux. C'est quelque chose que je voudrais préciser. Ils vont transporter du matériel sanitaire, ils apporteront un soutien logistique important, notamment en matière de sécurité civile, car ils embarquent des hélicoptères qui seront importants pour pouvoir réaliser, par exemple, parfois à l'intérieur des terres, des évacuations sanitaires rapides, le cas échéant. Et donc, ils apportent là un soutien qui est un soutien important que nous avons voulu envoyer, et nous avons pris cette décision alors même
qu'un certain nombre de régions d'outre-mer étaient encore dans un stade pré-épidémique, si j'ose dire. Les choses se sont accélérées depuis. Mais l'objectif est bien d'avoir une prise en compte extrêmement fine des besoins qui sont ceux des agences régionales de la santé, des préfectures dans les Outre-mer, en tenant compte évidemment de leurs spécificités pour apporter tout l'appui qui est nécessaire pour gérer la crise épidémique dans les Outre-mer. Question d'Olivier Faye, Le Monde. La Convention citoyenne sur le climat devait en théorie achever ses travaux ce week-end. Que va-t-elle devenir dans ce contexte? La crise du coronavirus ne risque-t-elle pas d'entraver l'agenda écologiste du président ou bien celui-ci compte-t-il s'appuyer sur le plan de relance pour investir dans ce domaine? Alors c'est une question qui, de fait, est très prospective, en fait, parce que de toute évidence, la Convention citoyenne ne peut pas tenir ses travaux actuellement. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui à quoi ressemblera le jour d'après à partir de 8 heures du matin. C'est objectivement pas possible, mais vous le savez, le président de la République a toujours eu une préoccupation écologique importante. C'est d'ailleurs ce qui préside à la mise en place de cette convention citoyenne, et donc nous n'allons pas changer du tout au tout et considérer que l'écologie n'a plus sa place éminente à l'intérieur de nos politiques publiques. Et donc pour ce qui est du jour d'après, je vous demande un peu d'indulgence pour vous dire que nous travaillons dessus, mais qu'il est encore un peu tôt pour communiquer là-dessus. Question de Bastien Auger, TF1 LCI. Le président de la République s'est une nouvelle fois déplacé près d'Angers hier. Ces déplacements à répétition ne risquent-ils pas de susciter une incompréhension des Français confinés? Ne devrait-il pas donner l'exemple et se contenter de communiquer depuis l'Élysée? Alors je pense que plusieurs choses. Que d'abord, il est important que le président de la République soit auprès de ceux qui, parmi nos concitoyens, sont au front. Et quand je dis parmi nos concitoyens, j'ai envie de dire au fond de tous nos concitoyens, parce qu'il y a ceux qui forment le bataillon des soignants, qui sont en quelque sorte en première ligne. Il y a ceux qui forment le bataillon, j'allais dire, de l'arrière-front, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont là pour faire en sorte qu'un certain nombre d'activités indispensables puissent se tenir. Et puis, il y a aussi ceux qui vivent un moment très difficile, celui du confinement, celui où vous êtes enfermé chez vous, vous avez une restriction de votre liberté de mouvement qui est importante, et je mesure ô combien c'est un moment qui est difficile parce qu'il est inédit, parce qu'il change beaucoup de nos habitudes, il restreint énormément notre liberté. Mais chacun a sa place dans le dispositif de lutte contre le coronavirus. Et il est important, je crois, que le président de la République puisse témoigner à chacun de ceux qui, dans leur bataillon, en quelque sorte, même cette guerre collective, nationale contre le coronavirus, qu'il puisse apporter son soutien. À chaque fois, ces déplacements se font dans le respect des règles sanitaires, avec des délégations minimales. Quand il est dans un hôpital, il porte un masque. Quand il n'est pas dans un hôpital, il ne porte pas de masque. Il va auprès des plus fragiles. C'était le cas au centre Kellerman dans le 13e arrondissement. Il était hier auprès d'un fabricant de masques, donc de quelqu'un qui porte un effort industriel. Il a eu l'occasion d'être auprès du service de santé des armées à Mulhouse, là où nous avions cette unité médicale avancée. Et donc le président de la République est à sa place là où les Français produisent un effort, quelle que soit la nature de cet effort, pour lutter contre le coronavirus. À nouveau une question d'Agathe Lambray de BFM. Quelle est la décision prise par le gouvernement sur le bac et les vacances de Pâques vont débuter? Peut-on changer de lieu de confinement? Alors, pour répondre tout de suite à la réponse sur le lieu de confinement, non. Parce que, évidemment, quand on migre à travers le pays, potentiellement, sans le savoir, on peut être porteur du virus et l'amener dans des endroits qui, jusqu'à maintenant, sont épargnés. Et donc, évidemment, même si c'est difficile, même si la perspective de passer 2 semaines pour les parents qui, aujourd'hui, font l'école à la maison dans un moment où il n'y aura plus d'école à la maison, ou en tout cas plus avec la même intensité que ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est une perspective dont je perçois bien qu'elle est très difficile, peut-être même angoissante pour beaucoup de nos concitoyens. Mais vraiment, il ne faut pas changer de lieu de confinement, parce que changer de lieu de confinement, c'est prendre le risque, et c'est un risque important, d'amener le virus là où sa circulation est peu intense jusqu'à maintenant.
Ça, c'était pour répondre à la question sur le lieu de confinement. Pour ce qui est des dispositions d'ordre général concernant les examens, les concours de l'enseignement supérieur, puisque le bac en fait partie, nous avons pris la semaine dernière une ordonnance qui permet de donner, entre guillemets, tous les outils qu'on peut utiliser pour adapter les choses. Le ministre de l'Éducation nationale, sur la question particulière du bac, a indiqué ce matin dans une interview que toutes les épreuves ne pourront pas se tenir telles qu'elles étaient prévues, c'est une évidence, et que donc nous allons regarder comment on peut faire des choses en contrôle continu. Tout ça est encore en cours de concertation, donc je ne peux pas vous apporter de réponse ferme sur la manière dont cela s'organisera, mais c'est évidemment un de nos sujets de préoccupation. Et dernière question, envisage-t-on la mise en place d'un dépistage du virus sur un échantillon représentatif, donc tiré au sort, de la population, comme ça a été décidé en Allemagne, afin d'estimer quel pourcentage de la population a été infectée? Alors, je n'ai pas connaissance d'une telle décision pour ce qui est de la France. Vous le savez, nous avons depuis le début augmenté progressivement notre capacité de test qui permet de détecter la présence du virus. Nous avons réalisé des commandes de ces fameux tests rapides qui permettent d'avoir un diagnostic qui est encore plus rapide. Nous travaillons aussi sur les tests sérologiques qui permettent de savoir si on a été en contact et donc si on a développé des anticorps vis-à-vis du virus. Et donc, nous souhaitons évidemment monter en puissance dans notre capacité de test, avec l'objectif que ces tests de détection, pour ceux qui permettent de détecter le virus, nous permettent à la fois de voir quand un soignant présente des symptômes qui pourraient être liés au coronavirus, s'il s'agit effectivement du coronavirus. C'est évidemment une donnée qui est très importante pour protéger les soignants, mais aussi les malades. Nous avons aussi souhaité qu'on ait une politique qui soit très offensive dans les EHPAD vis-à-vis des soignants comme vis-à-vis des résidents, de manière à pouvoir savoir très vite quand on a un début d'épidémie à l'intérieur d'un EHPAD à travers ces tests justement. Donc on a une stratégie là qui permet non seulement de monter en puissance sur le nombre de tests réalisés, mais également de prioriser aussi ceux à qui s'adressent ces tests de manière à sauver le maximum de vies, car vous le savez, c'est notre objectif au quotidien. Merci. Je vous remercie.